Le bruit. Ce n'était même pas un vrai coup frappé avec conviction, plutôt une sorte de grattement hésitant, un raclement discret que j'ai d'abord mis sur le compte du vent. Mais le vent, ce soir-là, était juste une brise froide et humide, une légère caresse qui faisait danser les fines gouttes de pluie devant le Judas. J'étais assis dans mon vieux fauteuil club, celui que Chloé n'aimait pas parce qu'il était trop vieillot, à regarder les reflets bleus du poste de télévision éteint. Le silence s'était installé comme un drap sur les 6 derniers mois de ma vie, une couche épaisse et poussiéreuse qui étouffait chaque son. Mais cette fois, le bruit a repris. Plus distinct, de légers tapotements, comme des doigts à peine posés sur le bois patiné de ma porte d'entrée. Mon cœur, qui avait appris à vivre à un rythme monocorde, a fait un bond, un saut maladroit dans ma poitrine. J'ai posé ma tasse de thé, l'infusion de menthe et de verveine que je buvais chaque soir, un rituel sans saveur qui me remplissait le ventre d'un peu de chaleur artificielle. La condensation sur le verre de la tasse avait laissé un petit cercle humide sur la table basse, à côté du roman policier dont j'avais oublié le titre et l'intrigue. Je me suis levé, les muscles engourdis par l'immobilité prolongée, et j'ai traversé le couloir. Le plancher, ce vieux parquet en chêne que nous avions poncé et verni ensemble il y a des années, a gémi sous mes pas. Chaque craquement était une note de musique dans une partition écrite par le temps, par les absences. Arrivé devant la porte, ma main a hésité sur la poignée froide et métallique. Une poignée que j'avais installée moi-même, un après-midi de printemps, Chloé me tenant l'échelle pendant que je perçais les trous. Elle riait, ses cheveux blonds tombant sur ses yeux tandis que le soleil faisait étinceler la poussière de bois autour de nous. Aujourd'hui, il faisait nuit, et derrière cette porte, il n'y avait plus que l'inconnu, ou ce que je croyais l'être. J'ai respiré un grand coup, sentant l'odeur persistante d'humidité et de vieux bois qui imprégnait les murs de l'immeuble. J'ai collé mon œil au Judas, ce petit œil de verre déformant. Et là, le monde s'est arrêté de tourner. Le ciel était cette couleur gris-violet des fins de journée d'automne, et sous le halo blafard du lampadaire, elle se tenait là. Chloé. La pluie fine, presque invisible, s'accrochait à ses cheveux, les rendant plus foncés, plus lourds. Son manteau, que je ne reconnaissais pas, paraissait trop fin pour la saison, plaqué contre elle par l'humidité, révélant une silhouette plus mince, presque fragile. Ses épaules étaient rentrées, ses mains enfouies dans les poches. Et puis son visage. Je l'ai scruté. Les cernes sombres creusaient des ombres profondes sous ses yeux, des poches violacées qui n'avaient rien à voir avec la fatigue d'une mauvaise nuit. Elle racontait des mois. Des nuits sans sommeil, des larmes séchées, une histoire que je n'avais pas vécue. Ses lèvres étaient pincées, une grimace de douleur ou de désespoir. Le maquillage, s'il y en avait eu, avait coulé, laissant des traces sur ses joues rougies par le froid et peut-être autre chose. Des larmes, bien sûr. C'était évident. Elle roulait, lente et régulière, des rivières silencieuses sur le paysage dévasté de son visage. Ce visage que j'avais connu par cœur. Chaque grain de peau, chaque petite tache de rousseur qu'elle haïssait au début de l'été, le plissé au coin de ses yeux quand elle riait aux éclats, la petite fossette qui apparaissait parfois près de sa bouche quand elle se concentrait. Tout ça, je l'avais cartographié, mémorisé, intégré. Mais ce soir, il était là, étrangement familier et pourtant complètement autre. Il manquait quelque chose. La lumière. Cette étincelle particulière dans ses yeux, cette vitalité insolente qui la rendait si désirable, si vivante, même quand elle était de mauvaise humeur. Elle était éteinte. Complètement éteinte. J'ai déverrouillé la serrure. Un déclic sec et lourd qui a résonné dans le silence de mon appartement, puis dans le couloir. Elle a relevé la tête brusquement, comme si le bruit l'avait tirée d'une transe. Ses yeux, d'un bleu que je connaissais si bien, se sont posés sur les miens. Un mélange de peur, de honte, et d'une supplication muette. Elle a ouvert la bouche. Jean-Luc, sa voix était brisée. Pas rauque de colère, ni aiguë de panique. Brisée. Comme un verre qu'on aurait fait tomber, fêlé de 1000 endroits, ne tenant plus que par miracle. Un murmure à peine audible qui traînait au fond de sa gorge, chargé d'une fatigue infinie. Elle m'a regardé, ses yeux pleins d'eau, et les mots ont commencé à sortir, chaotiques, entrecoupés de sanglots ravalés. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je n'ai plus nulle part où aller. C'était ça, la supplication. Pas un cri, pas une exigence. Juste un aveu d'échec, un appel à l'aide désespérée, lancé par celle qui m'avait abandonné. Mon esprit a fait un bond en arrière, 6 mois plus tôt,
à l'instant précis où ma propre porte avait claqué. Ce jour-là, le soleil de la fin de l'après-midi inondait le salon d'une lumière dorée, presque irréelle. Elle avait tiré ses 2 grosses valises, les mêmes qu'elle avait emportées pour nos vacances en Italie, chargées de bikinis et de sandales légères, aujourd'hui remplies de tout ce qui lui était cher. Le bruit des roulettes sur le parquet, un son grinçant et strident qui résonne encore dans mes oreilles. Puis le lourd claquement de la porte derrière elle, un son définitif, brutal, qui avait aspiré l'air de la pièce et une partie de moi avec. C'était un vide instantané, une amputation sans anesthésie. La poussière s'était remise à danser dans les rayons du soleil, indifférente, et j'étais resté là, debout au milieu du salon, un pantin désarticulé, le goût du silence sec sur la langue. J'avais passé des jours, des semaines, à ne pas entendre ce claquement, à ne pas l'attendre à nouveau. Et maintenant, elle était là. Debout, devant ma porte. Vous imaginez, vous? La même porte. Les jours qui ont suivi son départ, chaque craquement du parquet sous mes pieds résonnait comme un reproche. Le parfum léger qu'elle laissait sur l'oreiller, un mélange de vanille et de chèvrefeuille, s'était estompé lentement, chaque jour un peu moins présent, jusqu'à disparaître complètement. Le vide dans les placards, la brosse à dents manquante dans la salle de bain, le silence assourdissant des dimanches matins. Ah, les dimanches matins. Je la revois, dans ces flashs qui traversaient mon esprit comme des éclairs douloureux, se faufiler hors du lit, ses pieds légers effleurant le parquet froid. Un craquement distinct lorsqu'elle posait son poids sur la 4e latte du couloir menant à la cuisine. Puis l'odeur. L'odeur du café fraîchement moulu qui emplissait l'appartement, une étreinte chaude et réconfortante. Le son du percolateur qui glougloutait, le tintement des tasses en céramique quand elle les sortait du placard. Mon cœur se serrait un peu à chaque fois que je pensais à ça. Elle m'apportait toujours mon mug bleu marine, celui avec l'anse un peu ébréchée, avant de s'installer en face de moi avec son propre mug, le sien blanc et immaculé. On ne parlait pas beaucoup, ces matins-là. Juste le murmure des pages du journal, le chant lointain des oiseaux, et le bonheur simple d'être là, côte à côte. Ça, c'était ma vie. Une vie de dimanche matin calme et parfumée. Et puis, le néant. Le goût amer du café que je me préparais seul, l'écho de mes pas dans l'appartement trop grand, le silence qui pesait comme une pierre. J'avais appris à vivre avec cette absence, à la colmater avec des rituels nouveaux, des silences différents. J'avais appris à ne plus attendre le craquement du parquet, à ne plus sentir l'odeur de son parfum. J'avais fait le deuil de cette vie, brique par brique, souvenir par souvenir. C'était dur, une plaie ouverte qui s'était refermée lentement, laissant une cicatrice profonde et sensible. Et maintenant, elle était là, cette femme qui avait claqué la porte derrière elle sans un regard, qui m'avait dépouillé de tout ce que je croyais acquis. Elle se tenait sous la pluie, un spectre tremblant, cherchant refuge. C'était la première fois. La première fois qu'elle frappait à ma porte depuis son départ. 6 mois de silence radio, 6 mois d'indifférence glaciale, et soudain, un grattement hésitant, une voix brisée. Je n'avais jamais vraiment cru qu'elle reviendrait, pas comme ça en tout cas. Pas ruinée, pas abattue, pas brisée au point de supplier. J'avais imaginé 1000 scénarios, des messages arrogants, des cartes postales de lieux exotiques, des photos de sa nouvelle vie éclatante de réussite. Mais jamais ça. Jamais ce visage lavé par la pluie et les larmes, ses yeux sans étincelles. Comment l'homme que j'étais alors aurait-il pu s'y préparer? La brise froide s'est engouffrée par l'ouverture de la porte, faisant frissonner mes bras. Je la regardais, ses larmes roulaient, traçaient des sillons sur sa peau pâle. J'ai senti une étrange dualité en moi. Une part qui se souvenait de chaque détail de sa beauté passée, qui voulait tendre la main, essuyer ses larmes. Et une autre part, plus froide, plus dure, forgée par le silence et la trahison, qui ne voyait qu'une étrangère, une conséquence de ses propres choix. Je me souviens, l'air de notre appartement, autrefois si léger, a commencé à s'épaissir. Ce n'était pas une odeur de renfermé, non. C'était une sorte de tension invisible qui s'accumulait, grain après grain, dans les interstices de notre vie. Notre routine, celle que j'aimais tant, ce balai quotidien de petits gestes et d'habitudes rassurantes, elle est devenue un carcan pour Chloé. Je la voyais s'agiter, comme un oiseau en cage qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas s'envoler. Pourtant, c'était la même vie que nous avions construite ensemble, brique par brique, avec nos week-ends à la campagne, nos soirées films sur le vieux canapé, l'odeur du pain grillé le matin et le crépitement familier de la cafetière.
des petites choses, vous savez, celles qui tissent une existence. Mais elle ne les voyait plus. Ses yeux, avant si vifs et attentifs à mon récit de la journée, s'accrochaient désormais aux écrans. La lumière bleue de son téléphone peignait des ombres mouvantes sur son visage dans l'obscurité de la chambre, transformant ses traits familiers en une toile étrangère. Des récits, des images, des graphiques dont je ne comprenais pas le sens s'y succédaient, des histoires de fortune rapide, de crypto-monnaies qui s'envolaient vers la lune, de millionnaires du jour au lendemain. C'était une musique nouvelle, stridente, qui couvrait peu à peu la mélodie discrète de notre quotidien. Elle passait des heures, le pouce frénétique, à faire défiler des fils d'actualité, des articles sur des entrepreneurs flamboyants, des influenceurs étalant un luxe insolent. C'était comme si elle aspirait à travers la vitre de son écran une autre réalité, plus brillante, plus facile. Je la regardais parfois, assis dans le fauteuil en face d'elle, avec le journal posé sur mes genoux, le silence de la pièce seulement rompu par le léger bourdonnement de l'ordinateur portable et le cliquetis de ses ongles sur le verre. Est-ce qu'elle me voyait seulement ? Avais-je l'air aussi terne que la couverture de mon quotidien face à son monde pixelisé et chatoyant ? Les micro-fissures ont commencé là. Des objets. Des objets nouveaux, inattendus, apparus comme par magie sur le comptoir de la cuisine ou au fond de son dressing. Une enceinte connectée hors de prix, alors que notre petite radio suffisait amplement. Un extracteur de jus sophistiqué, utilisé 2 fois avant de finir légué au fond du placard. Puis une paire de bottines en cuir souple, d'une marque qu'on ne pouvait s'offrir qu'en solde, mais celle-ci était neuve, à prix plein. Oh, c'était une bonne affaire, j'ai trouvé une promo, disait-elle, avec un sourire un peu trop large, un peu trop pressé. Mon cœur, lui, n'y voyait pas une bonne affaire. Il y voyait une dissonance, un décalage entre ces mots et la réalité de nos finances. Une ombre fugace, imperceptible, passait dans son regard quand elle articulait ses mensonges, comme si elle était consciente de la faiblesse de ses excuses. Je fermais les yeux un instant, respirais l'air imprégné du parfum du dîner, notre dîner simple, quotidien, et essayais de chasser ce doute qui commençait à s'installer. Mais comment ignorer le gouffre qui s'élargissait entre nous ? Puis sont arrivés les appels. Au début, discrets, à voix basse. Puis, de plus en plus forts, de plus en plus tardifs. Je me souviens d'une nuit particulière. Le silence de la chambre, épais comme du velours, et moi, bercé par le souffle régulier du sommeil, à moitié conscient. Et soudain, un rire. Un rire éclatant, presque strident, venu de la cuisine. Le genre de rire que l'on ne partage pas, un rire d'exaltation, d'une joie solitaire et presque feinte. J'ai ouvert les yeux, le cœur battant la chamade. La silhouette de Chloé se découpait dans l'encadrement de la porte, son téléphone à l'oreille, le visage illuminé par l'écran. Elle riait, encore, d'une manière que je ne lui connaissais pas. C'était un rire d'une intensité folle, presque déconnecté de la réalité, comme si elle s'adressait à un public invisible, ou à un Dieu lointain qui promettait des miracles. Je l'ai entendu chuchoter des mots que je n'ai pas pu saisir, des fragments de phrases comme potentiel, rendement, opportunité. Mon sang s'est glacé dans mes veines. À qui parlait-elle ? Pourquoi dans la pénombre, avec cette voix enjouée mais si différente de la sienne habituelle ? Pourquoi ces cachotteries ? Le matelas s'est enfoncé un instant quand je me suis levé, le parquet a gémi sous mes pieds. Elle a sursauté, raccroché brusquement, et s'est tournée vers moi, le visage soudain redevenu neutre, presque coupable. Juste Marie, on parlait de recettes, avait-elle dit, avec une rapidité qui trahissait la vérité. Mais son parfum, ce nouveau parfum plus entêtant, une odeur de jasmin et de vanille, flottait encore dans l'air, plus lourd que n'importe quelle excuse. Ce parfum, justement. Elle avait troqué son habituelle eau de toilette légère, celle qui sentait le propre et la rosée du matin, contre cette fragrance capiteuse, presque sensuelle. Chaque matin, le sillage qu'elle laissait dans le couloir était une nouvelle énigme olfactive. Et avec ce parfum, une nouvelle robe. Je l'ai vue pour la première fois un samedi soir. Une robe fluide, en soie, d'un rouge bordeaux profond, qui soulignait sa silhouette d'une manière que je n'avais pas vue depuis nos premières années. Elle la portait avec une assurance nouvelle, une posture différente, la tête un peu plus haute, les épaules en arrière. Qui était cette femme ? Où allait-elle avec cette tenue et ce parfum qui criait le désir de plaire ? Le restaurant habituel avec nos amis n'appelait pas ce genre d'apparat. Elle a esquivé ma question sur sa destination, avec un bref je sors avec des copines, on va boire un verre. La façon dont elle avait insisté sur le copine m'avait frappé.
comme si elle avait besoin de me convaincre autant qu'elle se convainquait elle-même. J'ai commencé à la questionner, doucement d'abord, puis avec une anxiété croissante. « Chérie, tout va bien ? Tu as l'air ailleurs ces temps-ci. » Son regard fuyant était devenu une réponse à lui seul. Ses yeux, qui savaient si bien croiser les miens, se posaient sur le mur, sur le bord de la table, sur ses mains, n'importe où sauf sur moi. Un mouvement de tête sec, un soupir léger. « Mais oui, Jean-Luc, ne t'inquiète pas, je suis juste un peu fatigué. » Fatigué. C'était le mot-clé. Fatigué de notre vie, fatigué de moi, fatigué de la routine. Je voyais l'ennui danser au fond de ses pupilles, une danse macabre qui me rongeait de l'intérieur. Je tendais la main vers elle, cherchant un contact, un signe, mais elle se rétractait à peine perceptiblement, comme si ma présence était devenue une contrainte. Nos conversations sont devenues des monologues. Le mien, celui de l'homme qui essaie de comprendre. Le sien, fait de silence et de banalités évitantes. Le silence, ce qui était autrefois notre cocon, notre havre de paix, a commencé à peser. Plus lourd que toutes ces paroles, plus lourd que toutes les choses qu'elle aurait pu me dire et que j'aurais pu pardonner. Ce n'était plus le silence complice des amants, mais le silence assourdissant des étrangers sous le même toit. Un silence chargé d'électricité, de non-dits, de questions sans réponse. Il flottait entre nous au dîner, quand le cliquetis de nos fourchettes était le seul son audible. Il se nichait dans les draps froids quand je m'allongeais à côté d'elle, elle dos tourné, absorbée par son écran, ou prétendant dormir. Je pouvais sentir la distance grandir, un abîme silencieux creusé par les secrets, les rires nocturnes et les parfums inconnus. Qui était-elle devenue ? Et pourquoi n'arrivais-je pas à la rejoindre, à la comprendre, à briser cette paroi invisible qu'elle avait érigée entre nous ? C'était comme vivre avec un fantôme, une ombre familière qui se dérobait à chaque tentative de contact. Et chaque soir, en éteignant la lumière, une angoisse sourde me serrait le cœur. C'était le murmure du serpent, je le savais, mais je n'arrivais pas à en déchiffrer les paroles. Le nom a glissé, la première fois. Je me souviens d'avoir été dans la cuisine, le bruit de la hotte masquait la plupart de ces mots, mais j'ai attrapé ce « Léo » au vol. C'était un soir de semaine. J'étais en train d'éplucher des pommes de terre pour la purée que Chloé aimait tant, mes mains couvraient de cette fine pellicule terreuse et humide. Elle était adossée à la fenêtre, son téléphone collé à l'oreille, les épaules un peu voûtées comme si elle protégeait une confidence. Elle parlait bas, d'une voix que je ne lui connaissais pas vraiment, un peu plus douce, un peu plus enjouée que celle qu'elle utilisait avec moi ces derniers temps. Mon couteau a ralenti sa course. Léo. Juste un nom. Pour l'instant. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Pas tout de suite. Je l'ai rangé dans un coin de ma mémoire, comme on range une vieille facture qu'on oublie de jeter, pensant qu'elle n'aurait jamais à être réglée. Puis, il est revenu. D'abord dans des bribes de conversation. Léo a dit que. Léo a fait ci. Léo connaît quelqu'un qui. Toujours Léo. Comme un refrain agaçant, une mélodie discrète qui commençait à imprégner l'air de notre appartement. Il était devenu l'ombre d'un troisième convive à notre table, un invité silencieux mais omniprésent. Je me suis mis à l'écouter. Vraiment l'écouter. Chloé parlait de lui avec un enthousiasme que j'avais cru réservé à nos débuts, à nos projets de vie. Ses yeux brillaient différemment quand elle prononçait son prénom. C'était un éclat que je n'avais pas vu depuis des années, un éclat fiévreux et lointain, comme les lumières de la ville vue d'une montagne obscure. C'était le même regard que celui qu'elle avait eu la première fois que nous avions visité l'appartement, cette même étincelle de projection vers un avenir rêvé. Sauf que cet avenir-là, désormais, ne me semblait plus nous inclure tous les deux. Le tournant, je crois, c'est quand les mots ont commencé à prendre corps. Yacht. Villa. Crypto. Des mots qui sonnaient étrangers dans notre salon, entre le canapé déhoussable que j'avais hérité de ma grand-mère et la bibliothèque bancale où nous rangions nos livres de poche et nos factures. Elle les prononçait avec une certaine révérence, presque un murmure sacré, comme des incantations. Léo parle d'un yacht amarré quelque part du côté de la Corse, tu te rends compte, Jean-Luc ? Rien que le soleil sur le pont au lever du jour. Sa voix, d'habitude si pragmatique, prenait des accents de rêve, chargés d'un lyrisme que je ne lui connaissais plus. Elle regardait au loin, par la fenêtre, au-delà des toits gris de notre quartier, au-delà de notre petite vie construite avec tant de patience et d'économie, brique par brique. Elle voyait autre chose.
Elle astérisque voulait astérisque autre chose. Ces mots étaient des sirènes, des chants enchanteurs qui promettaient des rivages lointains et des fortunes inouïes. Et elle chantait juste pour elle. Je me sentais exclu de cette symphonie nouvelle, comme si j'étais sourd à une mélodie que seul son cœur pouvait entendre. Crypto. Je n'y connaissais rien. J'étais un homme de chiffres tangibles, de briques et de mortier. Mon univers, c'était la paie mensuelle, les factures payées à temps, l'argent qui servait à faire tourner la maison, à prévoir les vacances d'été à la Baule, à économiser pour un jour peut-être une petite maison avec un jardin. Pas à acheter des choses invisibles, volatiles, dont l'existence même me semblait une blague sophistiquée. Pour moi, c'était de la poudre aux yeux, des châteaux en Espagne construits sur du vent. Mais pour Chloé, c'était le billet pour une autre vie, une vie où l'on ne se soucierait plus du prix de l'électricité ou de la couleur de la nouvelle peinture du salon, une vie où la seule préoccupation serait la prochaine destination exotique ou le prochain placement juteux. Elle a commencé à changer, pas seulement dans ses paroles, mais dans son corps, dans son attitude. Les micro-fissures dont j'avais parlé, elles s'étaient élargies, devenues des failles béantes. Elle était plus irritable, sa peau semblait à vif, le moindre frottement la blessait. Le moindre grain de poussière sur la table basse, le volume de la télévision un peu trop fort, ma façon de poser ma cuillère dans l'assiette après avoir mangé la soupe du soir, tout devenait prétexte à un soupir exaspéré, à un regard noir qui glissait sur moi sans vraiment me voir. Je me souviens d'une soirée où j'avais simplement demandé si elle avait passé une bonne journée. C'était un réflexe, une habitude de notre couple. Elle m'avait regardé, ses yeux habituellement doux étaient devenus perçants, presque froids, sans la moindre trace d'empathie. Bonne ? Qu'est-ce que tu entends par bonne, Jean-Luc ? Ma journée était ordinaire. Comme toutes nos journées. Le mot ordinaire avait claqué, rempli d'un dédain qui m'avait transpercé le plexus. Elle avait posé sa fourchette si violemment que le tintement avait résonné dans la cuisine silencieuse, un écho désagréable à la violence de ses mots. Elle me reprochait mon manque d'ambition. C'était une rengaine. On ne sort jamais, Jean-Luc. On ne fait jamais rien de nouveau. Regarde-nous. On est figé. Elle parlait comme si nous étions des insectes pris dans de l'ambre, incapables de bouger, alors que je pensais que nous construisions, pas à pas, notre nid, notre avenir, avec une prudence réfléchie. Ses reproches étaient des flèches fines et empoisonnées. Elle visait ma colonne vertébrale, l'essence même de qui j'étais, un homme qui aimait la constance, la sécurité, les petits bonheurs simples. J'étais un charpentier, elle rêvait d'être une architecte de gratte-ciel, et la différence de hauteur entre nos aspirations était devenue un gouffre. Ces comparaisons étaient insupportables. Elle ne disait pas directement « Léo, lui, il ». Mais le sous-entendu était un marteau qui frappait à chaque phrase. Léo m'a raconté qu'il était allé en week-end à Dubaï la semaine dernière, pour affaires, tu comprends, les affaires ça se passe à l'échelle mondiale. Dubaï. La simple évocation de ce nom me semblait appartenir à un autre monde, une fiction télévisuelle. J'avais du mal à me payer un week-end à La Rochelle, et même ça, nous devions l'organiser des mois à l'avance. Je sentais mon visage se contracter, une gêne monter à ma gorge, mais je ne disais rien. Que pouvais-je dire ? Que ma vie, mon travail, mes efforts pour nous offrir une certaine stabilité, une douceur de vivre étaient dérisoires face aux promesses scintillantes de cet inconnu ? J'avais l'impression de rétrécir, de devenir insignifiant dans ses yeux, comme un petit insecte qu'on écrase sans même y penser. La maison, notre cocon, notre refuge, se transformait lentement en champ de bataille silencieux. Le matin, quand je me réveillais, l'odeur de café et de pain grillé que j'aimais tant était souvent mêlée à d'autres effluves. Des parfums inconnus, plus capiteux, plus sophistiqués que son ancien jasmin discret. Des odeurs de restaurants chics, d'alcool fin, peut-être de cigarettes chères ou de cigares, qui ne collaient pas à ma peau, à mes vêtements, mais à elle. Ces odeurs flottaient dans l'air du matin, lourdes et persistantes, comme des preuves olfactives de ces soirées. Elle essayait parfois de les masquer avec un spray d'intérieur, un désodorisant au pin des Landes, mais mes narines, traîtresses, les reconnaissaient toujours, décodant le message silencieux qu'elle laissait derrière elle. Un soir, elle est rentrée tard, bien après minuit. Le craquement de la clé dans la serrure, si familier autrefois, était devenu un son que je redoutais, le signal d'une autre nuit de questions sans réponse. J'étais encore éveillé, lisant un vieux roman sur le canapé, ma tisane refroidie sur la table basse, la petite lumière de ma liseuse illuminant mon visage d'une pâleur maladive. Elle a ouvert la porte doucement,
s'est glissée dans l'entrée. Elle portait cette robe rouge en soie dont j'avais parlé, celle qui ne lui ressemblait pas, à la limite de la provocation. Une coupe un peu trop audacieuse pour ce qu'elle était avant, pour la Chloé que j'avais connue. La lumière du lampadaire, par la fenêtre, dessinait sa silhouette un instant, avant qu'elle ne referme la porte et que les ténèbres ne l'enveloppent. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu qu'elle me voie. Quand elle m'a aperçu, assise dans la pénombre, elle a eu un sursaut, un petit cri étouffé. Un moment de silence tendu. L'air était épais, chargé de non-dits, si lourd que j'avais l'impression de peiner à respirer. Je pouvais sentir son parfum, un mélange puissant de quelque chose d'épicé et de floral, se mêlant à une odeur de fumée et de champagne éventé qui m'agressait les narines. C'était l'odeur de ces nouveaux dîners en ville, des soirées où je n'étais pas invité, des mondes où je n'avais pas ma place, des univers dont j'étais irrémédiablement exclu. « Tu es encore debout ?» Sa voix était rauque, un peu forcée, comme si elle s'était forcée à articuler des mots qu'elle ne voulait pas prononcer. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'ai pas ajouté que j'attendais, que l'angoisse me rongeait, que chaque minute sans elle était un petit morceau de moi qui s'effritait. Elle a haussé les épaules, évitant mon regard, ses yeux fuyants ne rencontrant jamais les miens. J'étais avec Léo et des connaissances professionnelles. On a parlé de projets. Elle a balayé l'air d'un geste vague, comme si ces projets étaient des nuages qu'elle pouvait attraper, intangibles et pourtant tellement réels dans son esprit. Je me suis forcé à paraître calme, ma voix était un fil tendu. Des projets ? De quoi s'agit-il ? Je savais que ma question était vaine, que la réponse serait évasive, mais je devais la poser, ne serait-ce que pour maintenir l'illusion d'une communication, d'un semblant d'intimité. Oh, des choses de la finance, tu sais. Des investissements. C'est très stimulant. Elle a souri, un sourire fatigué, mais empreint d'une excitation qu'elle ne pouvait cacher, comme une enfant qui a découvert un nouveau jouet. Elle a ensuite filé vers la chambre, laissant derrière elle un sillage d'odeurs étrangères et une traînée de silence que j'aurais pu palper, un silence qui hurlait sa solitude. La tension suffocante de la maison est devenue mon fardeau quotidien. Chaque son, chaque silence, chaque odeur était une torture, un rappel constant de ce qui s'échappait. Je me sentais comme un sismographe, enregistrant les moindres secousses d'un tremblement de terre à venir. J'essayais de m'accrocher à l'idée que ce n'était qu'une phase, que l'excitant du nouveau s'estomperait, que Chloé reviendrait à la réalité, à notre réalité. Mais au fond de moi, une petite voix insistait, elle ne reviendrait pas. Elle avait déjà traversé une frontière invisible, une ligne que je ne pouvais pas franchir, une ligne tracée par les promesses clinquantes de Léo. Et les promesses de Léo, ces éclats froids de richesse et de luxe, avaient déjà gelé une partie d'elle qui me semblait irrécupérable. Mon lit était devenu une île déserte et le mur entre nos deux côtés de la literie, une falaise infranchissable. Quand elle dormait enfin, je pouvais l'entendre respirer, mais j'avais l'impression de dormir avec une inconnue. Les draps conservaient une odeur que je ne reconnaissais plus, un mélange de son nouveau parfum et de quelque chose d'autre, de plus âcre, comme le goût d'un secret mal digéré qui ne la laissait pas tranquille, même dans son sommeil. Chaque matin était un pas de plus vers l'inévitable, chaque soir une confirmation que le chemin s'éloignait irrémédiablement de celui que nous avions tracé ensemble, laissant derrière nous des cendres et le fantôme d'un amour perdu. Le soleil tapait fort sur la vitre ce matin-là. Il perçait le store entrouvert et dessinait des barres de lumière crue sur le parquet ciré, là même où, quelques minutes plus tôt, les roues de sa dernière valise avaient râpé le bois. Ce n'était pas une dispute, pas une de ces scènes bruyantes qui vident les poumons et laissent le goût du fer dans la bouche. Non, c'était pire. C'était une exécution froide, un constat. Elle se tenait là, devant la porte ouverte du salon, ses cheveux blonds rassemblés en une queue de cheval stricte, ses yeux clairs dénués de toute l'affection que j'y avais cherchée désespérément pendant des semaines. Elle portait la robe rouge soie, celle que Léo lui avait offerte, et le parfum entêtant qui désormais me crevait les narines. Je mérite plus, Jean-Luc. Ces 4 mots. Ils ont résonné plus fort que n'importe quel cri. Ils ont transpercé le vrombissement lointain de la tondeuse du voisin, le gazouillis insouciant des oiseaux sur le rebord de la fenêtre. Plus fort que le battement frénétique de mon propre cœur. Ses yeux ne m'ont pas croisé. Ils fixaient un point au-delà de mon épaule, comme si je n'étais déjà plus qu'un meuble, un décor sans importance dans sa nouvelle pièce. Mériter plus. Est-ce qu'on mesure le mérite à l'aune d'un compte en banque virtuel ? À la promesse illusoire d'un yacht amarré à une île que l'on ne verrait jamais ? J'étais resté debout, immobile, les mains ballantes, les paumes moites.
Mon café avait refroidi sur la table basse, une fine pellicule d'amertume à sa surface, comme un présage. Elle avait tiré la dernière valise, une petite Samsonite noire, celle qu'elle utilisait pour nos week-ends, maintenant gorgée de je ne savais quelle nouvelle promesse. Le zippé avait émis un dernier sifflement métallique, comme un soupir de fin. Pas un regard en arrière, pas un mot de plus. Juste le claquement sec de la porte d'entrée. Le son d'une serrure qui tourne, la clé qui glisse dans le mécanisme, ce bruit distinctif et définitif. Puis, le silence. Un silence assourdissant, voilà le seul moyen de le décrire. Il n'y avait plus de musique, plus de rires éclatants qui perçaient les murs, plus le tintement de ses boucles d'oreilles quand elle se penchait. Il n'y avait que le vide qui se dilatait, remplissant chaque recoin de l'appartement. Le silence pesait, lourd, sur mes épaules, dans ma poitrine. Il entrait par mes oreilles et résonnait dans ma tête, un bourdonnement constant qui s'amplifiait à chaque battement de mon pouls. Les jours qui ont suivi ont été une longue, interminable dérive. L'appartement, notre appartement, est devenu un tombeau à ciel ouvert pour notre passé. Chaque pièce, chaque objet se muait en relique, racontant son absence avec une cruauté indicible. J'ai passé des semaines à errer, tel un fantôme, dans ce lieu devenu soudainement trop grand. Un espace qui, hier encore, nous enveloppait de sa chaleur et de son intimité, se transformait en une caverne froide et résonnante. Les murs se reculaient, les plafonds s'élevaient, et le moindre de mes pas produisait un écho qui me renvoyait à ma solitude. Le côté de son lit, mon côté gauche, était immaculé, les draps tirés sans la moindre once de froissement, sans l'empreinte de son corps. Plus de parfum de lavande sur l'oreiller, juste l'odeur de la poussière et du vide. La pile de livres qu'elle lisait, méticuleusement rangée sur sa table de nuit, avait disparu. Seul subsistait un petit carnet de notes qu'elle utilisait parfois pour griffonner des idées de recettes, que je n'ai jamais osé ouvrir. Fallait-il y chercher des indices? Des mots que je n'aurais jamais lus? J'étais incapable de toucher quoi que ce soit qui portait son empreinte, et pourtant, chaque objet non touché hurlait sa présence disparue. Dans la cuisine, la cafetière, hier témoin de nos réveils paresseux, semblait plus silencieuse, plus terne. Le goût du thé, qui était mon réconfort, est devenu amer. Je le buvais, chaque matin, devant la fenêtre, observant le monde qui continuait de tourner, indifférent à mon propre naufrage. L'eau bouillante n'avait plus la même chaleur réconfortante. Le sucre ne parvenait plus à masquer cette amertume persistante, qui n'était pas celle du thé, mais celle qui s'était incrustée au fond de ma gorge, au fond de mon âme. Je traînais mes pieds d'une pièce à l'autre, les mains dans les poches de mon vieux pantalon de jogging. Je touchais les meubles, la table basse où elle posait ses tasses, le rebord de la cheminée sur lequel trônaient des photos de nous deux, souriants, complices. Des sourires qui semblaient désormais appartenir à des étrangers. Est-ce que ce bonheur avait été une illusion, une mise en scène? Comment pouvais-je être à ce point aveugle? Est-ce que j'avais manqué des signaux, des murmures de sa lassitude qui s'étaient transformés en cris muets? Le silence n'était pas seulement auditif, il était physique. Il se transformait en une pression constante derrière mes yeux, une lourdeur sur ma poitrine qui rendait chaque inspiration douloureuse. C'était comme si l'air lui-même avait perdu de sa densité, devenu trop fin pour mes poumons. Je me surprenais à retenir mon souffle, espérant peut-être que l'air se remplit à nouveau de ses rires, de ses chuchotements, du bruit de ses pas légers sur le parquet. Mais rien. Seulement le vide et les battements étouffés de mon propre cœur, qui me rappelaient que j'étais encore là, prisonnier de cette absence. Les soirées étaient les pires. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes qui me semblaient obscènes de beauté face à mon désarroi. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, invitant les gens à vivre, à aimer, à partager. Moi, j'étais là, dans la pénombre de mon salon, le téléviseur allumé sur une chaîne quelconque, le son à peine audible, juste pour combler le silence. Mais même la voix des présentateurs, les rires préenregistrés, ne parvenaient pas à masquer ce vide intérieur. Ils ne faisaient que le souligner, le rendre plus criant. J'évitais les amis. Les appels restaient sans réponse. Que pouvais-je dire? Comment raconter cette trahison, cette fuite vers des chimères, sans me sentir ridicule, pathétique? J'avais honte. Honte d'avoir été si bêtement confiant, si aveugle aux signes avant-coureurs. Honte d'avoir construit ma vie sur des fondations que je croyais solides, et qui s'étaient révélées être du sable. Le goût du thé était devenu la saveur de ma nouvelle existence, une amertume persistante, diluée dans le silence. Chaque jour était une répétition du précédent,
une longue épreuve d'endurance face à la douleur lancinante de son départ. Comment se relève-t-on d'un tel effondrement, quand la seule chose qui vous reste est le vide? Elle se tenait là, dans le halo blafard du réverbère, comme une ombre mouillée venue d'un passé que j'avais cru pouvoir enterrer. Ses cheveux, autrefois si brillants, pendaient en mèches sales et collés sur son front, la pluie fine les avait transformés en une triste garniture pour un visage creusé. Les cernes sous ses yeux, je pouvais presque les sentir d'ici, étaient d'un violet sombre, tirant sur le marron, comme des échymoses sous sa peau diaphane. La robe qu'elle portait, un tissu synthétique bon marché, collait à ses formes amaigries et ne ressemblait en rien aux soieries qu'elle avait adoptées au bras de Léo. Il y avait cette odeur, aussi. Pas son parfum entêtant d'autrefois, mais un mélange âcre de pluie froide, de renfermé, et d'une pointe de désespoir qui transperçait la mince couche d'air glacé entre nous. Elle tremblait, ses épaules agitées de petits spasmes réguliers, et ses lèvres gercées s'entr'ouvraient pour laisser échapper des sons rauques, à peine audibles au-dessus du crépitement régulier de l'averse sur le pavé. Jean-Luc. Je n'ai plus rien. Sa voix, mon Dieu, c'était un souffle brisé. Elle s'accrochait au cadre de la porte, ses doigts longs et fins, autrefois si habiles à caresser ma joue, étaient maintenant maculés de terre et de saleté. Un instant, j'ai cru voir le reflet de ma propre angoisse passer dans le regard qu'elle me jetait, un mélange de honte et une faim primitive, celle de la survie. Elle a lâché d'un coup, comme une cascade de pierres roulant du sommet d'une montagne fragile, toute l'étendue de sa déchéance. Léo, ce crypto-millionnaire dont le nom avait sonné comme une promesse d'évasion dans notre modeste salon, avait disparu. Évaporé. Avec tout. Ses investissements, ses soi-disant placements ultra sécurisés, ses comptes offshore, tout n'était qu'un château de cartes. Et le plus glaçant, c'était que Chloé avait signé des papiers, des prêts qu'elle n'avait pas compris, des garanties sur des actifs qui n'existaient que dans le cloud fumant des promesses de Léo. Elle m'a dit le chiffre, ce chiffre lourd comme une dalle de béton, qui résonnait dans le silence de mon couloir, 50 000 $. 50 000 $ de dettes, d'un coup, sans rien pour les couvrir. Et il était parti, sans un mot, sans une trace, juste un SMS laconique il y a quelques semaines, désolé, bébé. Le marché est trop volatile. Adieu. J'ai observé l'eau couler le long de son visage, ses larmes se mélangeant aux gouttes de pluie, et une partie de moi, cette partie ancienne, profondément ancrée, a senti l'élan de la pitié. Mais l'eau n'avait pas le goût des larmes de crocodile, non. Plutôt celui de l'amertume, la sienne et la mienne. Elle ne pleurait pas pour les 6 mois de mon désarroi, pour l'homme que j'avais été et qu'elle avait laissé en ruine derrière elle. Elle pleurait pour la vie dorée qui lui avait été promise et qui s'était révélée n'être qu'un mirage empoisonné. Ces mots n'étaient pas des excuses pour la trahison, mais un appel à l'aide, une supplication pour que je la sauve, comme avant. Comme si l'homme que j'avais été, celui qui pardonnait toujours, qui la remettait toujours sur pied, attendait patiemment son retour. Pensait-elle vraiment que 6 mois suffiraient à effacer la cicatrice béante qu'elle avait laissée? Que la douleur de chaque réveil solitaire, l'écho de chaque silence dans ces murs devenus trop grands, disparaîtrait comme par magie face à sa détresse? Il y avait une arrogance folle dans cette attente, une certitude qu'elle pouvait revenir, casser la vaisselle, et s'attendre à ce que je la recolle, pièce par pièce. Mon regard a parcouru ses traits défaits, cherchant un écho, ne serait-ce qu'un minuscule fragment de la Chloé que j'avais aimée, la Chloé des matins caféinés, des éclats de rire sincères, des projets simples mais solides. Mais il n'y avait rien. Rien que le reflet du calcul froid, l'espoir d'une bouée de sauvetage dans l'œil d'un homme qu'elle avait jugé insuffisant. Mon cerveau tournait à plein régime, rembobinant les scènes. Je revoyais ses rires sonores au téléphone dans la cuisine, les odeurs de ses dîners en ville imprégnant nos draps, les regards fuyants quand je demandais ce qui n'allait pas. Je revoyais le soleil éclatant le jour de son départ, et le froid de ses mots, « Je mérite plus, Jean-Luc ». Je me suis rappelé la sensation de mon propre corps se vider, le goût du thé devenu amer, l'impression d'être un fantôme dans ma propre vie. Et puis, la reconstruction. La lente, douloureuse, mais nécessaire reconstruction. Les soirées passées seules, à lire, à écouter de la musique que j'aimais, sans compromis. Le goût retrouvé des plats que je cuisinais pour moi seul, sans avoir à me soucier de ses caprices. La redécouverte de mes propres désirs, de mes propres envies. C'était un travail de titan, mais j'y étais parvenu. Et maintenant, elle se tenait là, menaçant d'engloutir tout ça dans le tourbillon de ses propres erreurs. Elle a tendu une main tremblante vers moi, un geste qui, autrefois, aurait pu me faire fondre. Je peux dormir sur le canapé, Jean-Luc.
Juste quelques jours, le temps que je trouve une solution. Je n'ai nulle part où aller. Son regard suppliait, mais mon corps ne bougeait pas. Mon cœur ne s'est pas serré. Il est resté là, dans ma poitrine, battant à un rythme régulier, fort, celui d'un homme qui avait traversé l'enfer et en était revenu. Je ne me suis pas reconnu. L'ancien moi, l'homme qui aurait ouvert la porte, l'aurait serrée dans ses bras, aurait tenté de la rassurer malgré la douleur, était mort. Il était mort le jour où elle avait fait claquer cette même porte derrière elle. L'homme que j'étais devenu, il ne connaissait que la cicatrice, la leçon apprise, le besoin farouche de se protéger. Est-ce que j'ai hésité? Peut-être une fraction de seconde, une ombre furtive d'un vieux réflexe conditionné. Mais la vision de Léo, cet escroc aux paroles mielleuses, les yachts et les villas qui avaient dévoré la raison de Chloé, tout est revenu. Comment pouvais-je la laisser de nouveau s'approcher de ma vie, de ce que j'avais péniblement rebâti, sachant quelle était la brèche par laquelle le chaos pouvait revenir? Cette blessure, profonde et encore sensible, était un rappel constant. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Un sourire est monté à mes lèvres. Il n'était pas joyeux, ni même vraiment vengeur. C'était un sourire étrange, un peu las, un peu amer, mais surtout, incroyablement libérateur. Comme la dernière bouffée d'air après une apnée trop longue. C'était le sourire d'un homme qui se rendait compte qu'il n'était plus enchaîné, que les chaînes avaient été forgées par son propre attachement aveugle. C'était le sourire de la fin d'une ère. Non, Chloé, ai-je murmuré, et le son de ma propre voix, ferme et posée, m'a étonné moi-même. Je ne peux pas. Tu as fait tes choix. Et j'ai fait les miens. La détresse dans ses yeux s'est transformée en un mélange d'incrédulité et de fureur. Tu me laisses dans la rue? Après tout ce qu'on a vécu? Sa voix s'est élevée d'un cran, trahissant un reste d'orgueil blessé, une rage contenue que je connaissais bien, celle qui précédait toujours ses accès d'auto-pitié. Après tout ce que tu a fait, Chloé, ai-je corrigé doucement. Ma main a saisi la poignée de la porte. Je ne cherchais plus à la convaincre, ni à me justifier. Il n'y avait plus rien à dire. Juste à agir. Le mouvement s'est fait lentement, délibérément. La porte n'a pas claqué comme la dernière fois, non. Elle s'est fermée avec une douceur finale, un silence sourd qui a englouti l'image de son visage dévasté, de ses larmes, de sa ruine. Le petit clic du pène de la serrure a résonné dans le couloir désormais obscur, et c'était le son le plus doux que j'ai entendu depuis bien longtemps. Je suis resté là, ma main posée sur le bois, le silence m'enveloppant. Ce n'était plus le silence lourd de son absence, ni le silence angoissant des secrets qu'elle avait cachés. C'était un silence neuf, un silence léger, pur, comme une page blanche que je pouvais enfin commencer à écrire. La pluie continuait à battre contre ma fenêtre, mais à l'intérieur, la tempête s'était apaisée. Mon appartement n'était plus un mausolée de souvenirs brisés, mais un refuge, mon refuge. Qui étais-je devenu, finalement, après tout cela? Je n'étais plus l'homme naïf qui croyait que l'amour suffisait à tout. J'étais un homme marqué, oui, mais aussi forgé. Plus cynique? Peut-être. Plus protecteur envers moi-même? Certainement. Cette expérience, aussi douloureuse fut-elle, m'avait dépouillé de mes illusions pour me laisser face à la réalité brute de la nature humaine, la sienne, et la mienne. La liberté que je ressentais n'était pas l'absence de contraintes, mais l'absence de chaînes intérieures, celle de l'attente, de l'espoir vain, de la peur d'être seul. La vraie richesse, je le savais maintenant, n'était pas dans les yachts ni les cryptos, mais dans cette paix que j'avais si difficilement reconquise, une paix qui ne dépendait de personne d'autre que de moi. Le chemin avait été long, semé d'embûches, de doutes et de larmes, mais chaque pas m'avait mené à cet instant précis, à ce *clic* final. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de la mienne, une histoire que j'allais enfin écrire sans son ombre, sans ses murmures, sans ses mensonges. Et pour la première fois en 6 mois, j'ai pris une grande inspiration, et l'air dans mes poumons n'avait plus le goût de la poussière et du regret. Il avait le goût, pur et simple, de la liberté.